coup, les webinaires sont tous disponibles en replay avec un petit temps de latence sur le site Accélérateur du numérique, donc dans la rubrique replay. Vous retrouverez celui-ci avec l'agence web, mais aussi tous nos webinaires précédents pour la formation. Bonjour à tous également. Je pense que sans plus tarder, on va commencer pour pas avoir de retard. Donc, petit point pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez sélectionner le menu questions à droite de l'écran et ouvrir la section qui porte le même nom. Vous verrez après une zone de texte s'afficher où vous pouvez écrire vos questions ou interagir. Je vais laisser par la suite l'agence web présenter le webinaire et l'agenda, leur contenu et se présenter eux-mêmes. Et voilà, à la fin, vous recevrez comme d'habitude le questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous donner les feedbacks. Je vous laisse vous présenter. Super. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'accélérateur du numérique. Alors moi, je suis Nourdine, donc je suis un des cofondateurs de l'agence web. L'agence web, c'est une agence qu'on a créée avec Jonathan, comme vous voyez, un de mes associés, il y a maintenant bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, on est une agence d'acquisition au sens, on aime bien le dire au sens large du terme. On intervient sur plusieurs leviers, mais je dirais le fil conducteur de nos métiers, ça reste l'acquisition. On accompagne de nombreux clients, principalement des e-commerçants, sur différents leviers d'acquisition. Nos leviers d'acquisition, je dirais, de prédilection, prioritairement, ça va rester le SEO, parce que c'est quand même notre ADN. C'est ce qui a fait qu'on a voulu créer l'agence web suite à un certain constat qu'on a pu faire sur le marché il y a maintenant 10 ans. On intervient aussi évidemment sur tous les autres leviers d'acquisition, comme je vous le disais, le SEA, donc tout ce qui peut être acquisition payante. Donc on a tous en tête le Google AdWords, mais également sur les marketplaces et la marketplace Amazon, avec lesquels on est partenaire depuis peu d'ailleurs. Et je crois qu'on est un des premiers, ou voire même, je crois encore aujourd'hui, le seul marketing partner français. Donc, c'est plutôt sympa. On accompagne aussi sur nos clients sur tout ce qui peut être social ads, dans une logique, encore une fois, de notoriété, de prise de part de marché. Et on développe aussi, et de plus en plus, cette logique de RP digital et programmatique, qui est un vrai levier de notoriété aujourd'hui, mais pas que. On reviendra sur ça un petit peu après. Alors, aujourd'hui, on a choisi de prendre ce sujet-là et de mettre en avant 3 points dont on nous a posé beaucoup de questions sur les mois passés. Déjà, en règle générale, on va quand même parler un petit peu du SEO, ce que c'est, pour comprendre un petit peu la généralité, pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Évidemment, on va se focuser sur le e-commerce. On va parler de Google, on va parler de Google Shopping, on va parler du search, on va parler des produits, on va parler de Google Search aussi. Donc, on va parler de tout ça. Et puis, bien évidemment, on va parler d'Amazon. Amazon, le e-commerce sur Amazon, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des moyens d'être plus performant sur Amazon, est-ce qu'on parle vraiment de référencement sur Amazon, quelles sont les évolutions de cet algorithme, etc. etc. Pour ça, aujourd'hui, je suis accompagné de Max, qui va se présenter, qui est le team leader de l'agence web. Bonjour à tous, donc moi je suis team leader SEO de l'agence web. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis ici. J'encadre un pôle de consultants SEO et je m'occupe aussi d'un portefeuille de comptes stratégiques. Voilà. Max va vous expliquer un petit peu son quotidien et il répondra en même temps à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Laura nous fera monter les informations et on vous répondra au fur et à mesure de façon que ce soit un petit peu plus interactif. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le référencement naturel ou le SEO? Alors, historiquement, le SEO repose sur 3 piliers que tout le monde peut connaître, qui a un pilier technique, qui a aussi un pilier qui a une vocation contenu et qui a un pilier popularité. Alors, on entend souvent auprès d'annonceurs, le référencement, c'est du contenu, c'est du contenu, c'est du contenu. Alors, oui, c'est du contenu, mais pas que. Aujourd'hui, Google, c'est un algorithme qui a un bot, donc il va lire votre site internet et qui va prendre plusieurs contraintes pour pouvoir le positionner. Alors, on a la contrainte technique. Est-ce que Google va réussir à analyser convenablement votre site? Est-ce qu'il va réussir à le crawler? Est-ce qu'il va réussir à le lire? Est-ce qu'il va réussir à l'indexer? Donc ça, on comprend tous que c'est la porte d'entrée du référencement naturel.
si un moteur de recherche, et j'emploie le mot moteur de recherche volontairement, on en parlera après, mais si un moteur de recherche n'arrive pas à lire convenablement votre site, eh ben, concrètement, tout le contenu que vous ferez, ben, il ne servira pas à grand-chose parce que la porte sera fermée. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire techniquement pour que Google puisse lire convenablement votre site. Et ce côté technique du référencement naturel, il a un socle commun, mais il a des spécificités. On voit aujourd'hui, on parle beaucoup de Shopify, qui a des spécificités. On parle beaucoup de solutions type Wix, qui ont encore d'autres spécificités. Tous les CMS ou toutes les solutions techniques ne sont pas logées à la même enseigne. On s'en rend compte de plus en plus avec nos clients sous Salesforce ou même avec les clients sous la nouvelle solution VTEX. On voit concrètement, techniquement, il y a des évolutions qui sont complètement différentes d'une solution technique à l'autre. Une fois qu'on a levé ce frein technique, ou en tout cas une fois qu'on a ouvert la porte au moteur de recherche, à ce moment-là, on va parler de contenu. Effectivement, on sait que les robots, les algorithmes des différents moteurs de recherche vont se nourrir du contenu. Là, il faut que le contenu il soit qualitatif, il soit quantitatif, donc dans une certaine mesure, mais au-dessus de tout ça, il faut qu'il réponde aux attentes de votre audience. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de référencement naturel et de contenu, on va parler de deux audiences clairement distinctes. La première audience, c'est Google. Effectivement, il faut convaincre Google, il faut convaincre les moteurs de recherche. Amazon est un moteur de recherche aussi. Il faut les convaincre que notre site est pertinent d'un point de vue content, d'un point de vue contenu, et qui s'adresse bien à l'audience qui souhaite attendre. Je dis à l'audience qui souhaite attendre parce que c'est aussi la deuxième chose que vous souhaitez targeter, viser lorsqu'on fait du référencement naturel. Répondre aux demandes de cette audience-là. Donc d'un côté, on le comprend bien, on a la demande du marché qui doit trouver réponse et écho au contenu de votre site internet, mais on a aussi l'algorithme de Google qui doit dire effectivement ce site est pertinent parce que d'un point de vue contenu, il fait écho à son audience. Donc il y a ce côté-là qui est important. Et troisième pilier, qui est un pilier important également, qui est le pilier popularité. Alors on entend parler parfois de backlink, on entend parler parfois de netlinking, on entend parler de RP, on entend parler de RP média, RP digital. Il y a plein de vocables pour présenter ça, mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est ni plus ni moins un vote en votre faveur d'un site sur une thématique donnée qui potentiellement peut intéresser votre audience, et qui dit audience dit contenu dit Google. Voilà. Ça, c'est vraiment pour faire les généralités. Max va rentrer un petit peu dans le détail des actions, dans le détail des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, on va être peut-être un peu plus technique. J'ai voulu survoler et encadrer un petit peu, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Laura nous les fait remonter, on y répondra en direct au fur et à mesure. Donc là, je me suis intéressé à toute la partie SEO pour les e-commerçants. Et on va démarrer d'abord par l'architecture du site. L'architecture du site, c'est vraiment la structure et c'est ce qui peut impacter positivement ou négativement les pages stratégiques de votre site. Donc là, on a deux exemples qui est présenté sur cette slide. Tout d'abord, l'exemple à gauche de l'architecture dite horizontale, et avec notamment la logique de création de silos. Donc les silos, pour vulgariser un petit peu, ça va être des catégories, des catégories thématiques. Et à droite, ce qui n'est pas conseillé de faire, c'est une architecture très très verticale où finalement on voit que les pages en bas ne reçoivent très très peu de liens depuis la home page. Donc ça fait un petit peu écho au maillage interne. On y reviendra un petit peu par la suite. Voilà. L'idée, c'est vraiment de tout d'abord bien préparer sa structure, et ça va nous aider aussi à élaborer notre stratégie d'audience et notre stratégie de mots-clés. Comprendre quelle thématique le site doit cibler, quelles pages doivent rentrer dans ces thématiques. Ça c'est important parce que parmi l'audience, parmi les personnes qui suivent ce webinaire aujourd'hui, on a peut-être des créateurs de projets. On a peut-être des personnes qui se disent « je vais créer mon site internet », ou en tout cas d'autres personnes qui peuvent se dire « je suis en phase de réflexion pour le refondre, je veux le faire évoluer », etc. L'architecture est très importante parce que l'architecture, vous l'avez compris, c'est ce qui va faire écho à la technique dont on a parlé un tout petit peu avant. Et lorsqu'on parle de crawl, on parle de découverte de votre site internet. Il faut qu'un moteur de recherche puisse découvrir votre site et découvrir l'intégralité de son catalogue produit. On parle souvent de maillage, mais l'idée là vraiment, c'est de faire en sorte que Google comprenne l'intégralité de votre offre, l'intégralité de votre catalogue, mais qui dans son algorithme donne, je dirais, une priorité peut-être aux catégories.
peut-être aux rubriques. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, certains sites arrivent à tirer leur épingle du jeu sur des requêtes génériques. Et là, on comprend tout de suite l'intérêt business, et d'autres n'y arrivent pas. Voilà. Donc là, il y a une vraie logique à avoir, d'autant plus si vous êtes dans une phase de création ou de refonte de site Internet. Voilà. Et l'idée, c'est que vos pages catégories et produits, qui sont des pages extrêmement stratégiques d'un point de vue SEO et business, soient le plus accessibles possible pour les robots. Donc là, sur la capture d'écran, je pense que vous voyez ma souris, mais concrètement, ces pages-là seront bien plus accessibles, puisque le robot devra faire virtuellement 3 clics, que ici, où le robot va faire beaucoup plus de clics. Donc voilà, ça c'est aussi une logique de profondeur de crawl, profondeur de page, sur laquelle on reviendra par la suite. Voilà. Ensuite, je me suis intéressé aussi à tout ce qui est navigation à facettes. Aujourd'hui, c'est un gros challenge chez beaucoup d'e-commerçants, notamment sur les sites à forte volumétrie d'URL. Aujourd'hui, Google a un temps imparti pour aller explorer un site, c'est ce qu'on appelle donc le budget de crawl. Et donc, il est intéressant d'ouvrir certaines pages et à l'inverse, de bloquer l'indexation, le crawl et l'indexation pour certaines pages inutiles. Là, j'ai pris l'exemple de Zalando, donc, que tout le monde connaît, qui est un bon exemple de bonne gestion de facettes. Donc là, dans les encadrés en vert, comme on peut le voir, on voit qu'ils ont ouvert le crawl et donc l'exploration et l'indexation à des catégories qui sont recherchées par les internautes. Donc là, on a par exemple manteaux d'hiver, doudoune, qui génèrent beaucoup de volume de recherche et qui sont importants pour Zalando. On a également aussi le filtre marque, qui va être très intéressant pour eux. Manteau Sandro, manteau jacket jaune, je sais pas. Voilà, tout ça génère des volumes de recherche et c'est important que ce soit crawlé et indexé. À l'inverse, on voit qu'il y a certains filtres, comme par exemple le filtre trié, qui ne correspond à aucun volume de recherche et qu'ils ont bloqué au crawl et à l'indexation. Ça permet d'économiser du budget de crawl et de dire à Google, ne perds pas de temps à aller explorer ces pages parce qu'elles sont inutiles. Voilà, donc ça, c'est un peu la généralité sur la gestion des facettes. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que là, on rentre un petit peu dans le côté technique. C'est le moment. Alors, moi j'ai une question qu'on m'a posée hier et qu'on me pose régulièrement. Donc, j'imagine que c'est peut-être une des questions qu'on va avoir. On parle souvent de duplication de contenu. Pour Google, c'est un sujet important. On sait que Google aime du contenu unique. Et on me pose régulièrement cette question-là. Je suis e-commerçant, je vends un produit, sauf que ce produit, je le décline en différentes tailles et en différentes couleurs. Comment je fais pour avoir une fiche produit unique, sachant que ma chemise marron qu'on voit là, je l'ai en différentes tailles, mais j'ai aussi l'équivalent en noir, en blanc, en gris et en jaune. Il y a une logique de gestion des facettes. Et cette logique, elle fait écho à ce que vient de dire exactement à l'instant Max. Il faut que pour Google, on puisse définir cette fameuse gestion. Et c'est ce qui fait vraiment la différence d'un produit qui perd de la popularité, d'une page qui perd de la popularité parce qu'on le comprend complètement dilué avec toutes les informations qu'on peut avoir, à un produit unique. Donc là, il y a un vrai enjeu. Cet enjeu, il est extrêmement important pour les e-commerçants. Et cet enjeu, il est prioritaire lorsque vous avez une solution Shopify, lorsque vous avez une solution PrestaShop, lorsque vous avez une solution Magento, et quand bien même, et ce qui est encore plus vrai, lorsque vous êtes sur du Salesforce. Là, c'est vraiment des choses qu'il faut anticiper le plus tôt possible, parce que ça impacte non seulement votre base de données, ça impacte votre remontée d'informations, ça va impacter votre front, et ça va aussi demander des règles de gestion en back-office. Donc, que vous soyez e-commerçant avec une vente quasi exclusive sur les marketplaces comme Amazon ou une vente partagée avec un mix marketing, Google, Amazon et autres, cette réflexion-là, elle est valable pour tout le monde et c'est celle qu'il faut avoir en premier. Voilà. Vous voulez que j'enchaîne sur les questions pour lire un peu le chat? Donc, sur cette introduction, on a les questions de Jérôme sur le web design. Donc, le web design de mon site influe à quel point mon référencement? Alors, il influe énormément, mais vraiment beaucoup. Faut savoir que dans le référencement, on va parler de notion de hiérarchisation d'informations. Google, c'est un robot qui rentre par le haut
et qui va se déployer et qui va lire l'intégralité d'une page ou pas. Imaginons dans l'absolu, il arrive à lire l'intégralité d'une page. Techniquement, Jérôme a pensé à ces structures-là et on y arrive. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Google va lire votre page, il va donner des priorités. On parle de balises HN, de balises de hiérarchisation d'informations. Où est-ce qu'on va caler l'information pour notre internaute? Et là, on va parler de SXO, optimisation de l'ergonomie par rapport au référencement naturel, mais on va aussi parler de SEO, hiérarchisation de l'information par rapport au moteur de recherche. Donc effectivement, l'idéal, Jérôme, si demain tu as besoin de créer ou de refondre un site, c'est de commencer par le début, c'est-à-dire de commencer par ton audience, de dire qu'est-ce que ton audience va chercher, faire du travail de big data, comprendre comment se comporte ton marché et comprendre quels sont les mots-clés qui sont générateurs de volume et les mots-clés qui sont générateurs de conversion, si tu es e-commerçant. À partir de là, définir toute ta structure, toute ton arborescence par rapport à cette analyse d'audience. Une fois que cette arborescence est définie, on va créer des templates. Alors, on a deux écoles qui se complètent, qui ne s'opposent pas du tout. On a l'école du template qu'on va acheter, qu'on va optimiser. On a l'école du template, on va créer. Imaginons qu'on crée un template. On prend le cas le plus complexe. On va partir sur une charte graphique, on va faire un PSD. Donc, ce PSD, cette charte graphique, elle va devoir être ce qu'on appelle à l'état de l'art, donc répondre à ton marché, répondre à l'évolution du web en 2022. Et du coup, on va ensuite devoir la découper. La découper, c'est la rendre HTML pour pouvoir justement la plugger sur un site internet, soit sur un CMS, soit sur une solution sur mesure. Et au moment du découpage, chacune de tes zones découpées, elles vont devoir être codées en HTML, elles vont devoir prendre en considération les tips et les recos du référencement naturel, et elles vont devoir prendre en considération la hiérarchisation de l'information. Tu peux avoir le plus beau site du monde, qui est mal hiérarchisé, qui est mal découpé, qui est mal HTMLisé, je ne sais pas si ça se dit, ça ne marchera pas en référencement. Clairement pas. Et il faudra ramer de façon très, 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 très importante pour pouvoir se positionner. Donc, avant de penser créa, il faut penser SEO et SXO. Et à partir de là, on peut penser créa. Voilà, j'espère avoir répondu en tout cas. Super, merci Nourdine pour la réponse, c'était très complet. Donc, avant de repasser à la partie technique, on va aussi se pencher sur la question de You Antonetti. Qu'est-ce que le système d'enchères? Alors, le système d'enchères, on sort du référencement naturel, on est sur du système Ads. Le système Ads, en gros, il faut comprendre que les moteurs de recherche, les plateformes, les régies ont un aspect publicitaire. Google, on peut très bien le voir, sur le haut de la page de résultats, qu'on appelle la SERP, on a un bloc qui s'appelle Annonces. On a plusieurs annonces qui peuvent être soit textuelles, soit images. Voilà. On a exactement la même chose sur Amazon, on a la même chose sur d'autres marketplaces. Et le système d'enchères, en gros, c'est assez simple, c'est dire, voilà, j'achète un mot-clé sur lequel je vais me positionner, soit en contenu textuel, soit en image, et cet achat de mot-clé, il est soumis à un système d'enchères. En gros, à chaque fois qu'on achète un mot-clé, on le positionne, le moteur en question nous facture un coût par clic, donc à chaque fois que l'annonce est cliquée, et ce coût par clic est soumis à un système d'enchères. Typiquement, on va prendre des choses simples. Si je souhaite me positionner sur la requête manteau homme, comme on l'a à l'écran, l'enchère, le clic va me coûter, je dis n'importe quoi, 1 €. On prend un chiffre. Demain, un de mes concurrents va arriver, il va dire, voilà, moi pour cette même requête, je vais payer 1,10 €. Et donc, du coup, il sera devant en termes de positionnement sur la page de résultats parce qu'il paye un peu plus cher. Donc, il y a toujours un système de course à l'enchère. Alors ça se manage, mais il faudrait limite une très longue conférence pour pouvoir en parler. Ça se manage parce qu'il y a 1001 critères, et quand je dis 1001, j'exagère à peine, il y en a peut-être même plus, qui font que justement une annonce passe devant une autre, une image est priorisée par rapport à une autre, etc. Aussi bien sur Amazon que sur Google, sur la partie publicitaire, j'entends. C'est pour ça que le référencement naturel, c'est un levier qui aujourd'hui est de plus en plus demandé par les e-commerçants. Parce que la course à l'enchère, on sait qu'il y a des mastodontes en e-commerce et tout le monde ne peut pas suivre. Voilà. J'espère avoir répondu. Très clair, merci. Parfait. On va poursuivre. Je vais te laisser poursuivre, Max. Oui. Donc ensuite, après la navigation à facettes, l'autre point à bien optimiser, c'est les pages catégories, évidemment.
Pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, c'est des pages qui sont très très stratégiques et très business. Donc là aussi, j'ai pris l'exemple de Zalando. C'est un exemple assez simple, mais qui marche finalement assez bien. Tout simplement, avoir du contenu textuel donc, qui répond à l'intention de recherche de l'internaute. Donc, on peut parler de la volumétrie de mots, mais tout dépend de ce que vos concurrents font. En réalité, il n'y a pas une logique de se dire il faut forcément 2000 mots ou 500 mots, etc. Tout dépend de l'intention de la requête, tout dépend des concurrents qui se positionnent dans la SERP. Donc voilà, le contenu textuel. Également, on en a parlé tout à l'heure, les titres ou intertitres HN que vous voyez ici en gras, donc qui vont structurer en fait ces paragraphes et structurer le contenu. Et aussi le maillage interne. Le maillage interne, c'est extrêmement important aujourd'hui. Là, l'exemple de Zalando, en fait, on se rend compte que la page est accessible en un clic depuis la page d'accueil. La page d'accueil en SEO, c'est la page la plus populaire en termes de trafic, en termes de popularité interne. C'est la page la plus importante et c'est la page qui va redistribuer ce qu'on appelle communément en SEO le jus SEO. Donc, plus vos pages catégories seront accessibles rapidement depuis la home page, plus elles vont bénéficier de cette popularité interne. Voilà. Ensuite, on a l'optimisation des pages produits. Alors, je vais m'arrêter un petit instant sur ça parce qu'il y a plusieurs règles. Nourdine a parlé tout à l'heure de la gestion par exemple, des tailles, des couleurs. Donc ça, c'est important. L'autre point important, c'est également d'avoir du contenu textuel, donc comme on le voit dans l'encadré vert. Également d'avoir un système de maillage interne. Donc là, on voit que sur le site d'IKEA, ils ont volontairement linké des produits similaires au canapé. Donc voilà, ça c'est très très important. Également en SEO, il y a une vraie règle, c'est de travailler, d'optimiser ces pages produits quand elles sont pérennes. Et je vais prendre l'exemple d'un produit qui est out of stock et qui va ne plus du tout revenir au catalogue. Ça ne sert à rien d'aller optimiser et de perdre du temps, entre guillemets, sur une page qui va ne plus être indexée dans 3 mois sur Google. Donc, on peut travailler des logiques de redirection sur des pages similaires. En revanche, vos produits qui sont pérennes, qui vont être en stock ou alors qui sont out of stock temporairement mais qui vont revenir, ça, c'est important de les optimiser parce que c'est en fait vos pages c'est la dernière page avant la conversion. Donc, c'est vraiment important de les optimiser. Mais il faut vraiment distinguer la page pérenne et celle qui est un peu inutile aux yeux de Google. Voilà. On n'oublie pas pour les e-commerçants, là on est focus sur les produits similaires, mais on n'oublie pas les produits complémentaires et les produits associés. Aujourd'hui, lorsqu'on est sur un site e-commerce et qu'on est dans une phase d'achat, on aime bien avoir un produit qui peut être associé pour pouvoir faire évoluer sa réflexion. Et on aime bien avoir un produit complémentaire qui va permettre, pour un e-commerçant en tout cas, d'upgrader le panier moyen et d'aller chercher des produits qui s'additionnent. Donc ça, c'est un facteur qui est visible. Ça, c'est des critères qui sont visibles au front, hein, donc qui sont visibles à l'utilisateur sur le site. Et là, on va parler des snippets, donc de tout ce qui est title, métadescription, etc. Là, toujours sur l'exemple d'IKEA, on voit qu'ils ont optimisé leur balise title, qui est très pondérée par les moteurs de recherche. Leur métadescription également, ce n'est pas un facteur de ranking, mais qui incite au clic et qui va avoir un effet indirect sur le trafic. Donc, en incluant ce qu'on appelle un call to action. Donc là, par exemple, vous voyez la livraison à domicile facilement, le produit qui est en stock, et ce qu'on appelle la donnée structurée. Donc, la donnée structurée, c'est un point technique que vous voyez apparaître ici. Donc, en l'occurrence, les petites étoiles, la notation, etc. Ça, c'est un code qu'on va implémenter dans son code source. Donc, ça peut être du JSON LD, du HTML, mais je ne vais pas trop rentrer dans ces spécifications. Et ça, c'est très important de l'optimiser aujourd'hui parce que toutes les pages produits qui rankent bien sur la SERP ont ces données structurées. Et quand vous voyez un résultat comme ça avec des bonnes notes, des étoiles, et que vous voyez à l'inverse un résultat qui n'a pas ces étoiles, ça peut être un facteur de clic. Vous allez plus facilement cliquer sur un résultat qui a des bonnes notes, où vous voyez que le produit est en stock, plutôt qu'un résultat, je dirais, plus classique.
Dernier point sur le e-commerce qui est très important, c'est le flux produit. Et donc là, on va faire le pont entre SEO et je dirais SIA Marketplace. Aujourd'hui, quand on a des sites qui ont un gros volume de produits, un gros catalogue produit, il est important de gérer ça par un flux. Donc, on vous a mis quelques petites étapes. On part de l'existant de votre site e-commerce qui va récupérer tout le catalogue produit. De ce catalogue produit, on va créer un fichier avec des attributs. Donc, c'est des attributs qui vont être requis par exemple, par Google Shopping, par Amazon, par toutes les marketplaces, mais on peut aussi penser à Cdiscount, à la Fnac, Mano, etc. Ces attributs-là, ça va vraiment être très important pour être validé par le partenaire. Une fois qu'on a créé ce flux produit, on va l'importer dans les marketplaces. Et ce flux-là va être mis à jour en temps réel. Donc ça, c'est très important pour un site qui a 15-20 000 produits ou même quelques centaines de produits. C'est très important que ce flux soit créé pour gagner du temps et pour pouvoir vendre tout simplement sur les marketplaces. Attention, vraiment attention au contenu dupliqué. On l'a mis en gros, en gras, en italique pour que ce soit impactant. Attention à ça. Beaucoup de retailers, j'en prends le mot retailer volontairement, qui vendent sur les marketplaces et en particulier sur Amazon, absorbent du catalogue produit de fournisseurs et ont tendance à le pousser tel quel. Lorsqu'on fait ça, effectivement, on va se retrouver avec de la concurrence qui font la même chose que vous. Et pour sortir du lot, il faut faire les choses différemment. Voilà. Si vous voulez vraiment sortir du lot et vous positionner en tout cas en référencement naturel sur des marketplaces, il faut réfléchir à ça en amont. C'est pas le tout d'absorber un catalogue produit et de le dispatcher. Il y a des actions à mener en amont pour que ça fonctionne. Voilà. Et notamment pour compléter ce que dit Nourdine, d'avoir surtout une description produit unique. Alors la meilleure des solutions est d'avoir un contenu unique par plateforme donc, et sur votre site également. Pourquoi? Parce que le contenu dupliqué externe est très pénalisé par Google, encore plus que le contenu dupliqué interne à un site. Donc, il faut vraiment veiller à ce que vous n'ayez pas la même description de produit, par exemple, sur votre site et sur Amazon ou sur notre marketplace. Est-ce qu'il y a déjà des petites questions sur ce premier focus qu'on a fait Il y a une petite question, je pense, c'est juste une mise au point sur le contenu dupliqué interne et externe. Quelle est la différence? Alors, le contenu dupliqué interne, c'est au sein de votre site. Vous avez par exemple 2 pages qui ont le même contenu. 2 canapés. 2 pages canapé bleu qui ont le même contenu, la même balise title. Donc ça, c'est une page exacte, une page dupliquée à l'exact. On a aussi du contenu dupliqué en interne où ça va être juste des éléments qui vont être dupliqués entre eux. Donc par exemple, les mêmes balises title, la même balise H1, la même métadescription, voilà. Et le contenu dupliqué externe, c'est un contenu qui est dupliqué entre votre site et un autre site externe. Concrètement, votre fournisseur. Très clair. Voilà. Très clair. Autre petite question qui peut être intéressante à ce stade. Combien cela prend-il de temps si je dois gérer mon SEO environ? Le flux produit, ils ont mis des parenthèses avec des exemples que vous avez cités. Est-ce que vous conseillez de passer beaucoup de temps par semaine ou au début de la création de la startup, on peut peut-être se focaliser sur d'autres aspects? C'est une question qui a une réponse qui peut être variable. Ça dépend. Ça dépend. Je vais vous donner 2 exemples. On a des e-commerçants dont le cœur business, c'est le référencement naturel. Bon, okay. Vous les connaissez tous. On n'est pas là pour faire la pub de l'agence, mais les gros e-commerçants français, leur cœur business, c'est clairement le référencement naturel. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat. Concrètement, aujourd'hui, on a des clients qui consacrent 4 jours par semaine, 4 jours pleins d'une équipe de 5 personnes. Oui. Okay. Voilà, on a des clients qui sont comme ça. On en a d'autres qui, concrètement, travaillent avec une agence comme nous, et nous, on consacre entre 1 et 2 jours pleins par semaine à la gestion du référencement naturel. Il y a vraiment différents aspects, différentes étapes dans le référencement naturel. Vous l'avez compris, on a l'étape technique, et lorsqu'on fait un état des lieux technique,
On peut très bien avoir 3 jours de développement pour faire une remise à niveau technique, comme planifier 3 mois d'intervention. Ça dépend. Ça dépend vraiment, ça dépend de la solution technique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de solutions en cloud commerce. Shopify, par exemple, Shopify, techniquement, effectivement, il y a des choses à faire. C'est assez léger parce qu'on est sur une solution sur laquelle on n'a pas la main intégralement. C'est assez léger. 1-2 jours par mois, c'est suffisant. Et encore, même, je dirais 2 jours en starter au démarrage, et après, ça devrait le faire. Sauf s'il y a des évolutions de l'algorithme qui évoluent régulièrement, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et après, on a des e-commerçants qui nous confient l'intégralité d'un projet. Il faut savoir que pour répondre à la deuxième partie de la question, en termes de résultats, en moyenne, on peut compter entre 3 et 6 mois, en moyenne. Voilà, pour pouvoir avoir un référencement naturel efficient, pour pouvoir se positionner sur des bonnes requêtes. Et quand je dis bonnes requêtes, c'est des requêtes qui ont un volume de recherche et un volume de conversion élevé. Je ne parle pas de se positionner sur sa marque ou sur des mots-clés qui ne vont pas vous générer du business. Hein. Vous vous positionnez sur un mot-clé qui a peu de volume de recherche ou qui a un mot-clé marque ou qui génère peu de volume de business, c'est très rapide. Hein. On parle de quelques semaines. Mais si ça n'apporte pas de business, il n'y a aucun intérêt. Donc, il y a ce point-là. Et après, on a des clients qui, pour eux, le référencement naturel a un énorme enjeu parce que c'est 80-90% de leur chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, quand on lance un projet, on est sur des secteurs ultra concurrentiels. Je pense à la banque, je pense à l'assurance, je pense au prêt-à-porter. Et là, on a une vision un peu plus long-termiste et on peut targeter les objectifs à 12 mois. Quand je dis objectif à 12 mois, ça ne veut pas dire qu'à partir du 13e mois, ça explose. C'est-à-dire que ça monte progressivement. Et à partir du 12e mois, on peut commencer à avoir quelque chose de très construit et qui commence à générer du chiffre d'affaires de façon très sérieuse. Voilà. Très clair. Peut-être d'autres questions, peut-être? Je viens de voir la question de Majda sur les snippets Google. Excusez-moi si je prononce ça pas très bien. Demande-t-il une technique importante afin de les mettre en place pour de petits e-commerçants? Alors, vas-y, je te laisse répondre. Ouais, bah, la technique, c'est d'abord de partir d'avoir une réflexion en amont sur quels sont les mots-clés que recherche mon audience. Donc, faire une petite recherche de mots-clés avec des outils, en connaissant sa cible, tout simplement. Et de cette façon, on va pouvoir intégrer le mot-clé principal de la page sur la balise title et dans la balise title et la balise métadescription, par exemple. Après, il y a des techniques qui peuvent permettre d'automatiser un petit peu ce travail-là, mais c'est plutôt pour des sites à forte volumétrie, donc c'est pas trop adapté aux petits commerçants. Mais voilà, globalement, décrire le produit ou le service, mais là on est plutôt sur du produit, et s'assurer que ce mot-clé génère du volume de recherche et soit recherché par mon audience. Super, merci. J'espère avoir répondu. On va poursuivre, sinon on peut en parler des heures. Vas-y. Alors, voilà. Alors, ce qui intéresse, j'imagine, beaucoup d'auditeurs qui sont présents, c'est le e-commerce, concrètement, parce que lorsqu'on parle Amazon, on parle forcément e-commerce. Alors, on a dissocié vraiment 2 choses aujourd'hui avec Max. Le Google au sens large et général du terme et sa vertical shopping. Pourquoi on a différencié ça? Parce que ça ne fonctionne pas du tout pareil. Aujourd'hui, pour pouvoir être e-commerçant et générer du business, effectivement, on le sait tous, il n'y a pas de débat, il faut être présent sur Google. Donc, pour être présent sur Google, c'est une vraie logique de référencement, de SEO, avec tous les facteurs d'optimisation on-site dont on a commencé un petit peu à parler. Il y a quelques facteurs off-site aussi qui sont importants. Au tout début de cette webconf, on vous parlait des 3 piliers, on parlait du pilier popularité. Le pilier popularité, c'est un pilier à part entière qui va faire en sorte que votre site va performer sur Google. Quand je dis performer, c'est être présent sur des mots-clés business. Et c'est les mots-clés business qui génèrent de la conversion. Les facteurs off-site, en réalité, c'est le linking, c'est le netlinking, c'est la popularité, c'est le backlink, c'est le RP média, vous l'appelez comme vous voulez. Google, comment est-ce qu'il quantifie ça? Il quantifie ça avec des indicateurs techniques, qui sont des indicateurs de volume de liens, de qualité lien, des indicateurs de positionnement, de marché, etc. Il y a plusieurs indicateurs qui rentrent en ligne de compte. On a 3
principaux, TrustFlow, CitationFlow et le celui du milieu, j'en veux plus. Et puis les domaines référents, les domaines etc. référents, etc. Mais il y en a plusieurs, mais il y en a 2-3 qui sont prioritaires. L'idée aujourd'hui, c'est que Google va se dire, j'ai des sites externes aux miens qui sont dans ma sphère d'influence, qui ne sont pas concurrents, qui sont dans ma sphère d'influence, qui sont consultés par une audience qui est sensiblement proche de la mienne, qui émet un lien en ma faveur. Google va considérer que ce lien en votre faveur, c'est une plus-value. Typiquement, je suis un e-commerçant qui vend de la cosmétique bio, on a eu le cas hier, qui vend de la cosmétique bio, qui est présent sur Biba, qui est présent sur des sites comparatifs de produits bio, qui est présent sur un blog ou sur un site qui met en avant la cosmétique bio ou vegan. Et ben, si ces sites-là vous envoient un lien, Google il va dire effectivement, on est dans la sphère d'influence. Envoyer un lien, c'est pas juste faire un lien et l'envoyer. Envoyer un lien, c'est le contextualiser. C'est faire en sorte que le site support, on va prendre l'exemple de Biba, pour pas les nommer, si Biba rédige un article sur vous, un journaliste écrit un article, que cet article vous met en avant, que cet article parle de vos catégories de produits, parle des bienfaits de vos produits, et que ce lien est à destination de votre site internet, là, vous drainez de la popularité et Google va dire effectivement que vous êtes pertinent parce qu'un média français parle de vous. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse. On parle souvent de liens follow, donc il existe des liens no follow. Les liens no follow, c'est une aberrance parce que c'est un lien qui ne vous transmet pas de popularité. Avoir un site média qui ne vous transmet pas de popularité, à part avoir une exposition médiatique, il n'y a aucun intérêt. Lorsqu'on parle de linking, on parle vraiment de liens follow qui vont vous transmettre de la popularité. C'est une vraie différence. Voilà. Et du coup, on a aussi la verticale Google Shopping. Donc, on voit que, en fait, on sait que Google a vraiment universalisé sa recherche. On voit des vidéos maintenant qui apparaissent dans les résultats. On voit aussi des liens shopping. Et en fait, ils ont la verticale Google Shopping, mais qui est aussi directement intégrée dans la verticale classique qu'on connaît tous. Donc là, l'intérêt, c'est évidemment d'être présent pour générer du trafic et des clients. Ça va passer du coup par le flux produit, comme on l'a vu avant, ou également le PIM, mais ça, c'est vraiment pour je dirais, des sites e-commerce qui ont une grosse volumétrie de produits, et un rappel sur le contenu unique qu'il faut pour chaque plateforme. Voilà. Ensuite, on a mis en avant cette petite actualité parce que c'était en décembre dernier. Google a émis une update sur les avis de produits. Donc, pour l'instant, elle impacte uniquement les sites anglophones, donc peut-être que certains d'entre vous sont concernés, et les sites qui sont affiliés et qui généralement font des avis produits. Donc, les affiliés, c'est par exemple un site qui présente plusieurs produits sur sa page et qui envoie un lien vers Amazon, vers ManoMano, etc. Et qui touche une commission. Donc, Google a sorti cette mise à jour. Il faudra bien monitorer un peu cette mise à jour pour voir si déjà ça va impacter d'autres typologies de sites et d'autres langues. Et il est fort possible que ça le soit. Voilà. Alors, on parle beaucoup et de plus en plus de e-commerce sur Amazon et on nous questionne à l'agence web de plus en plus et, sur Google, mais nous, on n'hésite pas à mettre Amazon en avant. Alors, on n'a rien à y gagner, mais on aime bien mettre ça en avant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les modes de recherche, les méthodes de recherche ont complètement évolué. Lorsque vous cherchez un service ou un produit, naturellement, avant, j'emploie le mot avant, vous alliez sur Google. Vous tapez votre recherche, vous alliez sur Google. Maintenant, on se rend compte qu'Amazon, c'est un moteur de recherche à part entière. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le marché américain, qui est toujours un peu précurseur, les internautes ne vont même plus par la case Google. Ils vont directement sur la case Amazon. Ils font leur recherche dans le moteur de recherche Amazon. Donc, il y a un vrai intérêt à comprendre son algorithme, à comprendre comment est-ce qu'on fait pour être positionné sur la première page de résultats d'Amazon, parce qu'on sait que les taux de clics sont beaucoup plus importants sur la première page
mais comment être encore plus que sur la première page, être dans le top 5, être dans le haut de la page. Et du coup, ça, il va falloir répondre aux critères de l'algorithme Amazon qui se baptise A10 et qui est un critère qui prend en considération qui est un algorithme, pardon, qui prend en considération plusieurs critères, plusieurs points que Max va vous détailler un petit peu. Alors, on a par exemple l'autorité du vendeur, donc sa notoriété. On a tout ce qui va être lié aux ventes, donc l'historique des ventes du vendeur. Les ventes organiques, donc celles qui viennent, celles qui ne viennent pas d'Amazon Ads, justement. La pertinence du contenu textuel, et là, ça fait un petit peu écho au SEO. Il faut qu'on ait un contenu qui soit donc la description, hein, évidemment, qui soit en adéquation avec la recherche de l'internaute. Le taux de clic, donc le CTR, et là, ça fait aussi un petit peu écho à Google, puisqu'on sait que le taux de clic peut influencer le ranking sur Google, mais Amazon, c'est pareil. Le taux de conversion, évidemment. Amazon Ads, alors, c'était plus important dans l'algorithme A9. Là, ça l'est un petit peu moins, mais il y a quand même un petit facteur. Donc, c'est aussi bien de travailler ce levier en complémentarité, donc bien travailler l'organique, mais aussi l'Amazon Ads. Et d'autres critères comme la vente depuis des sites affiliés, dont j'en parlais tout à l'heure, et les ventes internes. Donc, si des gens vous ont trouvé depuis des produits similaires, par exemple, qu'on voit beaucoup sur Amazon. Voilà. Ça, c'est les critères connus. Il y a, on va dire, les critères principaux. On pourrait discuter pendant des jours de la pondération de ces critères. Mais déjà, en optimisant tous ces critères, on a plus de chances déjà de ressortir bien dans les résultats de recherche d'Amazon. Je m'arrête juste 30 secondes sur ça. On comprend bien sur ces critères clairement énoncés, hein, qui sont les critères mis en avant, qu'aujourd'hui, Amazon fait vraiment la part belle au référencement naturel. Le fait qu'il y a une évolution entre l'algorithme A9 et A10 qui réduit l'importance de la publicité, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, Amazon est un moteur de recherche clairement à part entière. De fait que ce soit un moteur de recherche à part entière, et lorsqu'on est sur Amazon, on est en phase de réflexion, en tout cas en phase d'achat, on a moins besoin d'infos, on a plus besoin de conversion, on peut se poser les questions de l'optimisation de la fiche produit. Comment est-ce qu'on va optimiser cette fiche produit? Alors c'est un peu comme Google, sauf que là, on a des petites choses en plus. Évidemment, on a tout ce qui peut être titre, mise en avant du nom du produit ou nom de marque, ça évidemment. Les visuels sont très importants. Par rapport, on a fait des tests et, par rapport à un visuel qui correspond à l'audience et un visuel qui est un visuel produit, on voit que concrètement, le taux de clic n'est pas le même et que ça a un impact sur le référencement. Aujourd'hui, Amazon est dans une logique qualitative. Il a envie, l'algorithme a envie que vos produits répondent à une demande, répondent à une audience. Donc, la généralité diminue par rapport à la personnalisation. La vidéo, qui est important aussi. On est aujourd'hui dans une ère qui fait la part belle à la vidéo. Donc, on a besoin de présenter son produit différemment. La description, ça va de soi. On est dans une logique d'achat, donc on va se questionner. Donc, on a besoin que vos clients y trouvent leurs réponses. Et puis, tous les autres contenus qui peuvent venir, qui peuvent être des tableaux de gamme, des tableaux de comparatives, des listes à puces, des points, etc., qui vont faire en sorte que votre client, votre futur client, soit compréhensif et comprenne ce qu'il achète. Voilà. Et dans les questions aussi, ça fait aussi un petit peu écho aux questions que peuvent vous poser vos clients, tout en bas de page de page produit. Ça aussi, c'est très important d'y répondre. Pourquoi? Parce que des futurs clients sur Amazon vont souvent regarder les questions, et si je vois qu'un vendeur ne répond pas aux questions ou aux avis, ça peut être mal vu, et donc voilà, c'est très très important d'y répondre et de passer un petit peu de temps. Ensuite, on va faire un petit focus sur la fiche A+. Donc ça, c'est destiné aux propriétaires d'une marque. Donc tous les distributeurs ne vont pas être concernés. Là, on a pris l'exemple de LG, si je me souviens bien. Donc LG, ils ont une fiche qu'on appelle A+.
A+, c'est une fiche produit améliorée. Pour cela, il faut être propriétaire de la marque, comme je vous l'ai dit, et il faut protéger votre marque sur Amazon Brand Registry. Donc ça, c'est très important. En étant vérifié par Amazon, on aura une fiche produit avec des beaux visuels que vous trouverez aussi souvent en bas de page et qui va inclure tout ce qu'on a dit aussi avant, hein, les tableaux comparatifs, des photos et ou des vidéos, des listes à puces, une description bien faite et le fameux ASIN, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est en fait un code produit Amazon et qui va être nécessaire pour être validé en tant que fiche A+. Est-ce qu'il y a des petites questions peut-être? Alors, pour traiter les questions dans l'ordre chronologique, sur la partie sur Google, on avait Victor qui nous demandait, dans ce sens, comment trouver des sites qui nous permettent de créer des liens pertinents? Alors, il y a plusieurs façons de faire les choses. Il existe des plateformes. Qui permettent d'avoir des liens. Alors, des liens, ça s'achète. Hein, on a des plateformes qui en commercialisent, où Victor peut en acheter. En termes de qualité, évidemment, on n'est pas sur des choses qui sont folles. Maintenant, on est sur des blogs, etc. Donc, il y a toutes les métriques à prendre en considération, mais il faut bien commencer quelque part. Et ensuite, en règle générale, c'est plutôt des agences comme l'agence web qui sont en relation avec différents sites médias, ou on va qualifier site support parce qu'il y a différentes typologies de sites. On peut être en contact avec des blogueurs plutôt influents qui ont des sites de contenu assez costauds, jusqu'à des sites médias ou sur des régies, vraiment des grosses régies. Donc il y a vraiment, je dirais, l'embarras du choix. Le choix doit être dicté par des métriques, clairement, des métriques techniques qui vont faire en sorte que le lien apporte de la valeur ajoutée à son site principal. Il faut savoir que le lien, faut bien envisager que ce n'est pas un internaute qui va aller sur le site média, qui va suivre le lien et qui va arriver chez vous. Il y en aura, ça existe, mais ce n'est pas l'effet recherché. L'effet recherché, c'est vraiment on essaie de convaincre Google, de dire à Google, voilà, mon site e-commerce reçoit des liens de sites, médias, blogs, thématiques en ma faveur. Google, mets-moi en avant sur la page de résultats et fais-moi remonter sur la SERP, sur la page de résultats. C'est ça l'objectif. Évidemment, si on est e-commerçant et qu'il y a des internautes qui vont sur le site support, qui suivent le lien et qui achètent chez nous, on prend, ça va de soi. Mais ce n'est pas l'effet recherché. L'effet recherché, c'est vraiment l'effet référencement naturel pour son propre site. On peut aussi mettre en parallèle l'effet notoriété, qui peut être pertinent, parce que les sites avec lesquels on va mailler, pour lesquels on va recevoir le lien, c'est des sites généralement qui ont un volume de recherche important, qui sont sur une thématisation équivalente à la vôtre, donc qui sont potentiellement une audience qui peut être vos futurs clients. Donc on a le côté notoriété qui est intéressant, mais c'est pas l'effet recherché de prime abord. Super, merci pour ta réponse, Nourdine, très complet. Ensuite, on a l'intervention de Séverine qui nous parle du cas particulier de la prestation de service. Donc, oui. Elle demande si les types en SEO sont les mêmes, comment on fait pour trouver des mots-clés et tout dans ce cas particulier qui n'est pas donc la vente de produits. C'est un peu la même logique. Hein. On va d'abord s'intéresser aux mots-clés que recherche notre audience. Donc par des outils, en regardant par exemple ce que font les concurrents. Mais on a toujours cette logique de comprendre ce que recherche l'audience, pardon. Et ça s'applique aussi bien aux produits qu'aux services, aussi bien en B2C qu'en B2B. Voilà, c'est la même logique. En règle générale, pour être juste un tout petit peu plus précis, on aime bien, nous, ce qu'on fait à l'agence web, identifier 3 typologies d'audience. On parle de persona très souvent. On a le persona cœur de cible, on a le potentiel et on a le connexe. Le cœur de cible, c'est celui qui recherche activement, pour Séverine, activement votre service. Le potentiel, c'est une personne qui est réfléchie, mais qui est dans une logique d'information, qui n'est pas forcément dans une logique de conversion. Et le connexe, ça peut être la requête accessoire, ça peut être la requête cadeau, etc. Voilà, c'est vraiment tous ces types de requêtes. Par contre, ce qui est important, et je rejoins Max à 100%, il faut comprendre ce que veut votre audience.
Si vous êtes sur une prestation de service locale dans une zone géographique donnée, eh ben, il y a fort à parier qu'il va y avoir des requêtes besoin local, besoin plus service local, besoin plus prestation, plus prix, plus local. Et dans ce cas-là, on fait une véritable stratégie d'audience sur ça. Voilà. Alors, on travaille avec différents annonceurs qu'on va pas citer aujourd'hui, mais il faut aussi se poser la question du prescripteur. Typiquement, est-ce que dans la prestation de service, le prescripteur, c'est le client final? Et je pense aux personnes du 3e âge, par exemple. Est-ce que le prescripteur, c'est pas les parents, les enfants, pardon, de cette personne-là? Donc, du coup, en tant que prescripteur, eux, ils auront des méthodes de recherche un peu différentes. Donc, il faut toujours se poser la question de qui est votre audience, comment la panéliser, quels sont les personas et qu'est-ce qu'ils recherchent et ce qu'ils attendent en réponse. Voilà. Et ça fonctionne bien dans la prestation de service et dans la vente de produits, c'est pareil. Pour compléter la question, justement, Amadou demandait pour les études de mots-clés que vous évoquiez, est-ce que vous avez des exemples de sites ou d'outils qui permettent d'en trouver plus facilement? Alors, Max va vous en citer quelques-uns parce que c'est son quotidien, plus que bien. Clairement. Clairement, donc il va vous en citer quelques-uns. Je dirais, ce qu'il faut dans tout ça, pour qu'Amadou se fasse son idée, le dénominateur commun, c'est l'audience, systématiquement. Quand on fait une stratégie de mots-clés, il faut comprendre ce que recherche l'audience. Est-ce qu'elle recherche, est-ce que c'est une audience locale? Est-ce que c'est une audience nationale? Est-ce que c'est une audience qui va se soumettre en français et ou en anglais? Est-ce que cette audience-là, dans ces requêtes-là, c'est un besoin immédiat? C'est un besoin qui nécessite de la réflexion? Est-ce que c'est de la vente de produits? Est-ce que c'est de la vente de services? Est-ce que c'est du lead? Est-ce qu'on veut alimenter une force commerciale pour pouvoir ensuite arriver en action commerciale? Donc, sans vente directe, je pense à l'immobilier par exemple. Voilà. Il faut vraiment avoir ça en tête au départ. Et après, on peut utiliser plein d'outils que Max va vous citer. Ouais. Et pour compléter ce que dit Nourdine, on a aussi, c'est très important de regarder les typologies de recherche. Aujourd'hui, on peut identifier des typologies comme l'informationnel, donc comment acheter un appartement, par exemple. On peut aussi identifier des requêtes qui sont commerciales, donc avec un intérêt de comparaison, et des requêtes aussi transactionnelles, où là, par exemple, on va avoir achat Nike, par exemple. Ça, c'est très important de le comprendre parce que votre audience, elle n'est pas forcément dans la même logique, elle n'est pas au même stade dans le funnel. Donc, l'informationnel, c'est plutôt le haut du funnel, comme vous l'aurez compris, et le transactionnel, ce sera vraiment le bas du tunnel de conversion, où là, l'audience est prête à acheter. Il existe plein d'outils sur le marché. C'est bien de varier les outils pour avoir différentes sources. Donc, on peut citer par exemple SEMrush qui est très connu, Ahrefs, tout simplement aussi la SERP de Google avec les recherches associées et ce qu'on appelle les People Also Ask, donc les questions que posent les internautes. On a Google Trends, Google Ads aussi. Voilà, on a une myriade d'outils. Ce qui est vraiment intéressant de garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas être uniquement focus sur l'outil, mais aussi avoir une réflexion derrière et avoir l'œil humain qui valide un petit peu les mots-clés que vont nous proposer tous ces outils. Ouais. Juste un petit tips. Nous, on aime bien regarder les plateformes payantes, type Google Ads, par exemple, ce genre de choses-là, parce que si les annonceurs achètent ces mots-clés-là, c'est quelque part qu'il y a un intérêt, parce qu'ils les payent souvent cher, c'est qu'il y a un intérêt, c'est que c'est des mots-clés qui génèrent du trafic et souvent de la conversion. Donc, on aime bien mettre ça en parallèle de notre stratégie d'audience pour se dire ces mots-clés-là sont achetés par vos concurrents. Donc, s'ils les achètent, c'est pas pour rien. Voilà. Pour résumer, pourquoi est-ce qu'on intégrerait du coup Amazon dans son mix marketing? Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Amazon, c'est devenu un vrai moteur de recherche. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tout un chacun, quand on recherche un produit, alors pas forcément encore du prêt-à-porter, en tout cas en France, mais quand on recherche un produit technique, spécifique, avec un besoin avéré, là, le réflexe maintenant devient recherche sur Amazon. C'est-à-dire qu'on passe même plus sur Google, hein. On va directement sur Amazon.
Et preuve en est, c'est quand même le 6e site le plus visité en France. Donc ça veut dire que le volume, il est quand même dingue. Amazon aujourd'hui, ça inspire confiance. Il n'y a pas de souci. On n'a pas de crainte à aller acheter sur Amazon grâce à tout ce qu'Amazon a fait avec un service après-vente parfait, un système de livraison qui est top, etc. Et, et aujourd'hui, on va même sur Amazon pour s'inspirer. On le voit sur différentes recherches. Un internaute qui veut acheter un produit, il peut aller sur Amazon en se disant je veux acheter cette machine à laver, mais finalement, il peut être inspiré par d'autres marques, il peut être inspiré par d'autres produits, il peut être inspiré par d'autres technologies. Et au final, pour faire son achat, il peut utiliser cette plateforme-là et il va peut-être changer d'avis ou en tout cas avoir quelque chose qui correspond mieux à son besoin. C'est la grande force qu'il y a à Amazon aujourd'hui et c'est pas pour rien que c'est le 6e site le plus visité en France. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on arrive sur la fin, il me semble. On va peut-être même un peu déborder. Tout à fait. Donc, je pense je vais prendre par ordre chronologique. Désolée de ne pas répondre à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à suivre d'ailleurs Max et Nourdine sur les réseaux ou l'agence web si vous voulez plus de contenu sur le SEO. Donc, une question qui est pas mal pour la fin, je trouve. À partir de quel moment peut-il faire appel à des experts comme vous pour gérer son SEO? Alors, alors je plaide pour ma paroisse, mais aujourd'hui, en réalité, et c'est de plus en plus vrai, on nous consulte au tout début. C'est-à-dire qu'on a eu, alors on a des belles histoires avec des belles startups françaises qu'on a accompagnées, même avant la création du site. C'est-à-dire qu'en réalité, toute votre création de site, elle remonte sur la réflexion de l'audience. Donc, comment se comporte votre audience? Quels sont les mots-clés? Comment est-ce que je vais faire mon arborescence? Qu'est-ce qu'attend mon audience par rapport à la homepage de mon site? Comment je vais structurer mon contenu? Comment je vais construire mon catalogue produit? Est-ce que je dois plus orienter de la saisonnalité et printemps-été, automne-hiver ou est-ce que je dois mettre quatre collections? Enfin, tout commence sur ça en fait, parce que toute la stratégie elle repose sur le référencement naturel. Alors, 100% de nos clients ne nous ont pas choisi au début, hein. On a des e-commerçants, on a beaucoup de e-commerçants français et des gros e-commerçants. Donc, on a beaucoup de e-commerçants en marque de prêt-à-porter qui existaient déjà même avant nous et qui viennent nous voir en nous disant voilà, aujourd'hui j'ai atteint un plafond de verre, comment je fais? Et nous, on intervient. Aujourd'hui, demain, je veux refondre mon site, comment je fais? Demain, je fais évoluer mon CMS, je fais une mise à jour, comment je fais? Voilà. Je veux gagner des parts de marché, j'ai mon concurrent qui me passe devant, je veux accroître mon chiffre d'affaires, etc. Il n'y a pas de moment idéal. En réalité, il n'y a pas de moment idéal pour faire du référencement naturel. Il faut le faire, parce que sinon, vous allez toujours être contraint à de l'investissement publicitaire pour générer de la vente. Sinon, vous allez toujours, ça va toujours être la course à l'enchère. On avait une question au tout départ sur le coût par clic, etc. Ça va systématiquement continuer cette course à l'enchère et on va être obligé de toujours investir. Alors attention, investir sur Amazon, c'est très rentable, sinon ça n'existerait pas. C'est très rentable. Mais vous allez toujours continuer de devoir investir. Tandis que si vous travaillez logique, vous faites à la fois du référencement naturel, du SEO et de l'AD, du SEA, vous allez pérenniser votre business. Vous allez avoir le référencement naturel qui va vous générer votre trafic toute l'année et vous allez avoir le SEA pour les périodes de boost, pour les soldes, pour les changements de collection, pour les collections éphémères, etc. C'est vraiment deux piliers qu'il faut mettre en parallèle. Voilà. Alors, peut-être une dernière question pour pas trop prendre sur votre temps. Une question qui est assez intéressante d'ailleurs. Si je veux vraiment m'y connaître en SEO, dois-je apprendre le langage HTML? Alors, c'est une question pour toi, ça. D'un point de vue technique, oui, l'HTML, c'est quand même la base. Il y a plein de formations aujourd'hui en e-learning, en ligne, qui le dispensent, hein. HTML, CSS, effectivement, c'est très important pour comprendre le code. Le travail d'un SEO, c'est pas de coder un site, même si on sait le faire. Pas aussi bien que les meilleurs développeurs du pays, mais on sait quand même le faire. Mais c'est important pour comprendre la structure, pour comprendre les différentes balises, les différentes sections. C'est important de connaître. Il faut quand même avoir quelques notions techniques. C'est important de les avoir pour comprendre ce qu'on fait en réalité. Voilà.
Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, j'ai vu tout le chat, Eric, Amadou, Ilona, Pierre. N'hésitez pas à vous référer du coup à l'agence web pour vos questions sur leurs réseaux sociaux. On va clôturer ce webinaire. Je souhaite vraiment remercier encore une fois nos intervenants Max et Nourdine. C'était très pro. D'ailleurs, je vois votre feedback. Vous avez beaucoup apprécié l'intervention. Ça nous fait vraiment plaisir. Un grand merci du coup pour toutes vos questions, tous vos feedbacks, vos commentaires. Le webinaire, Nadia, sera bien entendu présent en replay sur le site de l'accélérateur du numérique. Merci encore de prendre un petit moment pour répondre à notre enquête de satisfaction, comme je vous le demande à chaque fois. Et voilà, à bientôt à la session de février pour de nouveaux webinaires. On espère que le contenu vous plaît toujours autant. Super. Merci Laura, merci à tout le monde et merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. Ça nous challenge, ça nous plaît toujours autant.